C'est à toutes. Bienvenue à ce webinaire où on va vous présenter avec Alessia une stratégie pour sa gestion de données de recherche dans le domaine santé. Alors, vous allez voir, je vais vous expliquer un peu comment on a construit ce webinaire et à la fin, on pourra échanger avec des questions-réponses. L'objectif principal de ce webinaire, c'est de vous fournir, en tout cas à mon sens, des outils des stratégies pour mieux appréhender la gestion des données tout au long du cycle des données de vos projets de recherche spécifiquement en santé. En fait, j'arrive à la fin de mon mandat de Data Steward à la santé pour la HESSO. Puis durant cette année, j'ai pu cartographier les pratiques, mais aussi tous les outils et instruments qui existent et qui sont à disposition des chercheurs dans les différentes écoles. Et puis, souvent, le feedback que j'ai eu, c'est que les chercheurs aimeraient ou souhaiteraient avoir plus d'outils, de soutien pour la gestion des données tout au long du projet. Du coup, je vais commencer je vais faire la première partie où je vais vous présenter les outils en fonction du cycle de votre projet de recherche, du début jusqu'à la clôture et l'archivage. Et puis, Alexia, qui me fait le plaisir aujourd'hui d'être avec moi et de co-présenter ce webinaire, viendra à la fin vous présenter un outil qui a été construit aussi, toujours avec le même objectif de vous soutenir dans cette gestion des, de vos données de recherche et qui finalement est un outil complémentaire à la présentation que je vous fais aujourd'hui, mais qui est un outil PDF ou Word où vous pouvez cocher step by step les étapes et les ressources, une sorte de checklist, c'est comme ça qu'elle s'appelle d'ailleurs, euh, pour, euh, pour la progression de votre projet de recherche. Donc voilà, si vous avez des questions, ou vu qu'on est peu nombreux, je pense même que vous pouvez m'interrompre. Et puis sinon, vous pouvez aussi les écrire dans le chat et puis Alexia, elle m'interrompra. Voilà. Du coup, moi aujourd'hui, je voulais vous présenter les étapes clés d'un projet de recherche et puis les ressources et les stratégies pour les donner à ces différentes étapes. Parce qu'évidemment, je présume que vous êtes très familier sur les différentes étapes et puis comment construire et mener vos projets de recherche à bien. Et pour ce faire, ils vont apparaître des petits logos en fait sur les slides. J'ai essayé de rendre ça un peu ludique, mais vont apparaître des petits logos où on voit par exemple, quand vous avez un petit logo comme ça avec un prof et puis un cadre, c'est un webinaire. Donc ça, c'est comme aujourd'hui on a ce webinaire sur la stratégie, on a mis en place plusieurs webinaires, la HESSO, et puis avec des intervenants divers sur des thématiques très précises qui peuvent vous intéresser, avec à chaque fois des supports aussi PDF, plus le support audio, parce que c'est enregistré d'ailleurs, comme le webinaire d'aujourd'hui. Et puis, ça peut vous permettre d'aller chercher les informations si d'un coup vous avez loupé un webinaire et où vous avez besoin de ces informations maintenant sur la propriété intellectuelle ou sur la protection des données, d'aller directement à ce webinaire. Ensuite, j'ai mis un logo point d'interrogation pour les points d'attention, c'est-à-dire c'est à plusieurs étapes, il faut se poser des questions pour pouvoir mettre en place des bonnes stratégies. Et puis là, c'est pas un logo que vous retrouvez celui des ressources en ligne, mais par contre, pour faciliter encore l'utilisation de ce PowerPoint, il vous sera fourni en même temps que la présentation sur le site de l'ASO, dans les ressources de l'ASO. Et puis, tous les liens que je vous présente, ils sont directement cliquables. Donc, dès que vous voyez quelque chose en bleu souligné, bah, vous cliquez dessus, puis ça vous amène au bon endroit. Voilà. A été coupé, pardon. Au tout début du projet, il y a la conception et la planification. Et puis déjà là, déjà tout début, on doit déjà commencer à réfléchir à nos données de recherche et à leur gestion durant le projet. Du coup, on peut déjà commencer à anticiper ces problématiques déjà même lors de la rédaction d'un budget. Vous allez voir comment. Et puis, il y a évidemment après tous les aspects éthiques, réglementaires, juridiques, surtout dans notre domaine qui est le domaine de la santé, d'autant plus si vous travaillez avec des données personnelles, sensibles et ou médicales. Et puis, c'est déjà lors de la planification, lors de la conception du projet,
qu'on doit se concentrer sur la gestion des données, sur la planification de la gestion des données, notamment sur le DMP. Je pense que ça, c'est un outil que vous connaissez ou dont vous avez déjà bien entendu parler. Et puis, pour certains cas, je l'ai mis là, pour ceux et celles d'entre vous qui seront peut-être amenés à faire des essais cliniques. À ce moment-là, il y a en plus un monitoring déjà à anticiper du projet de recherche. Voilà, donc par exemple dans le budget, une chose que vous pouvez déjà anticiper, si vous souhaitez justement partager plus tard vos données dans un data repository, le FNS par exemple vous, peut vous verser jusqu'à 10 000 francs en frais si vous avez anticipé dans votre demande de fonds des coûts de préparation des données en vue de l'archivage. Donc, préparation des données, nettoyage des données et puis l'archivage dans un data repository. Évidemment, il y a plusieurs conditions. Il faut que le data repository dans lequel vous allez déposer vos données soit conforme au principe FAIR, qu'il n'y ait pas de vocation commerciale. Et puis, l'autre chose aussi qu'il faut bien anticiper, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire dès le début de la création de votre projet, c'est qu'il faut faire cette demande de petit fonds, entre guillemets, de 10 000 francs, qui est quand même déjà intéressant, au début, lorsque vous faites votre demande de fonds pour votre projet global, parce que vous ne pouvez pas le faire après, puis vous ne pouvez pas demander, par exemple, 5 000 francs, puis demander après une rallonge. C'est directement une seule demande et puis le max, si vous voulez qu'on vous le donne, en une fois. Et là, bah, à chaque fois, je vous ai mis ces liens-là, par exemple, ils sont cliquables, la source, vous cliquez dessus, puis vous arrivez directement sur ce que je vous ai dit là avec plus de détails. Ensuite, on rentre directement dans... Oui, il y a quelqu'un qui Ouais, a moi levé la j'ai main. juste une. Oui, c'est Johan. Ouais. Juste une question par rapport à la slide d'avant. Est-ce que dans ces frais, on peut mettre par exemple les frais de la DA Unit pour RedCap? C'est une très bonne question. Alors, je sais pas, moi, j'ai fait cette demande de frais, par exemple, sur une demande du Fonds national qui est passée là en novembre. Du coup, je vais aller explorer ça. Nous, on a fait une demande assez globale, c'est-à-dire, on a dit on souhaitait partager les données justement en open access dans un data repository. Puis après, on n'a pas encore précisé tous les détails de qu'est-ce qui sera, enfin, à quoi, comment on va utiliser ces 10 000 francs pour financer quelle partie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut voir directement avec le FNS. J'imagine que pourquoi pas, mais je sais pas. Toi, tu as eu cette question? Non, mais nous, du coup, on incite les chercheurs quand ils font des demandes de fonds à demander de l'argent pour la gestion des données, notamment Ouais, parce qu'il y en a pas mal qui utilisent RedCap et du coup, on a des contrats avec la DA Unit ouais. projet par projet. Donc, l'Institut de recherche demande à ce que les chercheurs essaient d'amener un peu d'argent pour payer ces contrats. Donc, Moi, je pour pense que l'instant, oui, parce que en tout cas, et SwissEthics et le FNS conseillent l'utilisation de logiciels tels exactement, que ouais. nommément RedCap pour Mm. la bonne gestion des données. Donc, je ne veux pas dire oui à la place du FNS parce que j'ai pas la réponse absolue, mais je vois pas pourquoi non, en fait. Ouais, ouais, Vu ouais, que ouais. c'est une recommandation que eux-mêmes font sur leur site. Et c'est pareil pour SwissEthics et les commissions d'éthique. C'est le logiciel recommandé. Ouais, ouais, c'est plus une question de timing, à quel moment cet argent il va rentrer en ligne de compte. Est-ce que c'est quand tu as fini ton étude pour justement nettoyer tes données dans le but de l'archivage ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé au long cours Alors ça, pour c'est une bonne justement question, faire mais quelque moi, je chose pense de que plus propre? quand tu débloques ton fonds, si tu commences dès le début et que tu en as besoin, je pense que c'est toujours ce justificatif. Mais, Ouais, euh, ouais. mais par contre, ça doit être anticipé au tout début de ta requête. Oui, exactement. Ouais. Mais nous, on C'est l'a. ça. Alors, je crois qu'ils le mettent même dans leurs demandes, ils stipulent qu'il leur faut tant pour RedCap, par exemple. OK. Donc voilà, moi, je pense que oui. Ok, merci. Euh, si on passe justement aux données, les questions qui reviennent, enfin les aspects les plus sensibles en santé, c'est évidemment les aspects éthiques et juridiques, ça c'est clair.
Et puis, en fonction du type de données que vous allez traiter, il y a plusieurs guidelines et plusieurs niveaux de sécurité à apporter, tant dans vos protocoles que dans votre DMP, que dans l'exécution justement de votre gestion de données. Et puis du coup, ça c'est un point d'attention, c'est au tout début de votre projet, vous posez les 4 questions principales qui sont quelle est la nature des données? Est-ce qu'elles sont personnelles? Est-ce qu'elles sont personnelles et sensibles? Est-ce qu'elles sont médicales? Est-ce qu'elles sont non personnelles, mais elles sont confidentielles ou pas? Ça, c'est des questions à vous poser. Puis après, je vous donne des organigrammes, enfin, je vous euh, propose des organigrammes après pour répondre à ces questions. Est-ce que le projet, déjà, votre projet, il est soumis à la LRH ou pas? Et s'il n'est pas soumis à la LRH, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas soumis à d'autres règlements, notamment la LPD. Du coup, ça, c'est des questions à vous poser. Puis ensuite, quel est le niveau de protection que vous allez donner à vos données? Est-ce que vous allez garder vos données identifiées? C'est rarement le cas. Est-ce que vous allez coder les données et garder la clé de codage? Dans ce cas-là, ces données, elles sont codées ou pseudonymisées. Et est-ce que, in fine, vous avez prévu d'anonymiser vos données? Et si oui, comment? Alors là, on verra, il y a un webinaire aussi sur l'anonymisation des données médicales que je vous mets en lien sur une prochaine slide. Ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles il faut déjà travailler dès le début, en fait, parce que ça va dicter notamment votre plan de gestion de données. Et puis, autre question importante à se poser, c'est qui sera vraiment impliqué dans ce projet? Y a-t-il des équipes de recherche externes? Est-ce que vous collaborez avec d'autres institutions? Est-ce qu'il y a des mandants, des promoteurs pour ceux qui peut-être font des études dans des hôpitaux? À qui appartiennent ces données? Est-ce que vous êtes mis d'accord? Voilà, ça, c'est toutes des questions à se poser. Et puis, par exemple, dans la première étape de savoir est-ce que votre projet il est soumis à la LRH ou non, sur le site de SwissEthics, qui est une association qui regroupe toutes les commissions d'éthique de Suisse, il y a cet arbre décisionnel. Pareil, vous pouvez cliquer dessus. Là, dès que c'est en bleu et souligné, vous pouvez cliquer dessus. Et puis, ça vous guide pour savoir quel type de recherche, euh, dans quel type de recherche vous rentrez exactement, précisément. Et en plus, ça vous amène pour chacun de ces types de recherche à des modèles et à des listes de contrôle, à des mini checklists pour vérifier que vous n'avez rien oublié. Donc, vous avez les modèles de protocole, mais vous avez aussi des modèles d'information. Vous avez des modèles de déclaration de consentement, des listes de contrôle, notamment pour toutes les populations dites vulnérables, à savoir les enfants, les adolescents, les prisonniers, les femmes enceintes, etc. Et puis, vous avez aussi des guides concernant l'information aux participants. C'est extrêmement complet. Et puis, si vous n'êtes encore jamais allé faire un tour sur SwissEthics, je vous invite à aller voir parce que ça vous guide vraiment beaucoup. Alors là, l'arbre, il n'est pas du tout complet parce qu'il est très, très long. Mais vous pouvez le retrouver en cliquant ici. Puis, vous pouvez, en répondant aux questions, ça vous mène normalement au bon endroit. Et en cas de doute, vous pouvez toujours contacter directement les commissions d'éthique, le secrétariat scientifique et leur poser des questions. Voilà, donc normalement, une fois que vous avez établi quel type de projet vous avez, vous savez si vous êtes soumis ou non à la LRH. Et si vous êtes soumis à la LRH, vous savez encore, vous avez pu normalement répondre encore à d'autres questions, à savoir est-ce que vous êtes soumis à certaines des ordonnances, à l'OCLIN par exemple, est-ce que vous allez travailler avec des medical devices, avec des médicaments, etc. Et puis, si vous n'êtes pas soumis à la LRH, vous pouvez quand même être quand même soumis à la LPRD. Donc, il faut aussi de nouveau voir qu'est-ce qui est recommandé dans cette loi. Pour vous aider, vous avez déjà vous avez un webinaire aussi déjà que je vous ai mis en ligne qui vous présente comment concilier le partage et la protection des données. Après, et je vous ai dit, hein, les grosses questions qu'on a en santé, c'est toujours autour de la propriété des données, propriété intellectuelle, propriété juridique. Et du coup, là, vous avez 3 webinaires. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de les voir tous d'un coup, mais vous avez 3 webinaires qui touchent spécifiquement les aspects de propriété intellectuelle et de gestion des données. Et puis, spécifiquement aussi pour la santé, de l'ORD et des données de santé, des considérations juridiques. Donc, pour aller plus loin, vraiment, c'est des webinaires que je vous recommande. Donc, vraiment, il faut définir au tout début d'un projet à qui appartiennent les données. Une autre question, c'est est-ce que vous avez besoin d'une assurance pour votre projet de recherche?
Si oui, est-ce qu'il faut faire un contrat d'assurance et puis inclure les éventuels coûts dans le budget de votre projet quand vous le créez. Et puis aussi quelque chose qui n'est pas fait systématiquement, mais qui est vraiment recommandé au tout début, donc avant même de demander les fonds pour votre projet, c'est d'établir des conventions avec les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes, puisque de plus en plus, on collabore entre instituts, avec peut-être, ça peut être des gens du public ou du privé, mais c'est vraiment important d'établir des conventions et de les signer avant le début du projet. Alors, de nouveau, dans la checklist que proposera Alexia à la fin, on peut cliquer, il y a des modèles, et après, ça va dépendre de chacune de vos institutions, de vous proposer peut-être des modèles qui correspondent à ce qui est défini dans votre propre institution. Mais il faut y penser. Oui, Virginie? T'interromps juste. Ah ouais, pardon, très bien. Oui, voilà. J'avais juste une question peut-être un peu naïve parce que moi, j'ai encore jamais fait de recherche, puis je vais pas en faire. Je suis bibliothécaire, donc je vais plutôt accompagner les chercheurs pour ces questions. Mais c'est dans quel genre de cadre qui aurait besoin d'une assurance? Alors, quand on fait des essais, par exemple, dans presque toutes les études qui tombent sous le coup de la LRH, quand on soumet notre protocole aux commissions d'éthique, on doit pouvoir dire qui prend les coûts d'un quelconque incident, on va dire. Souvent, c'est le promoteur, donc l'hôpital. Euh, mais ça, c'est à définir, puis c'est un point à clarifier. Imaginons un participant à votre étude, même à un accident en se rendant à l'hôpital pour participer à votre étude. Il faut que quelqu'un se responsabilise et ait une couverture. Donc, D'accord. ça, c'est défini dans les protocoles, justement, les modèles que je vous ai donnés. Mais si c'est pas le cas, c'est à penser. Oui, Philippe? Ah, t'as ton micro coupé. Pour donner un exemple concret sur ces questions d'assurance, c'est bien de vérifier parce que là, voilà, à Arc Santé à Neuchâtel, je pense que c'est le cas pour les autres HSSO, on a des contrats justement d'assurance qui couvrent peut-être des visiteurs qui auraient un accident dans les locaux et tout ça, mais en fait, si on regarde, ça couvre pas les essais cliniques. En fait, ce qui dépend de Mhm. l'OCLIN, enfin justement, si on fait une étude d'intervention, Ouais. c'est pas couvert. Et nous, j'ai eu un projet, on a regardé avec le service juridique, on a dû monter un contrat spécifique pour l'étude. Alors que c'était pas quelque chose de très dangereux, c'est juste faire marcher les Oui. gens. Mais pour ça, on a dû avoir une Ouais. assurance. Donc c'est bien de se renseigner auprès du service juridique de l'école au cas par cas pour cet aspect. Et normalement, c'est la commission d'éthique qui va intervenir, dire ah mais là, vous n'avez pas dit si vous avez une assurance ou pas. Donc, OK. et il faut vérifier en effet. Ouais, c'est hyper important. Puis c'est toutes des choses qu'il est intéressant d'anticiper pour aussi un gain de temps quand après tu déposes ton projet pour pas que la commission d'éthique te revienne. Si tu as déjà anticipé, puis si tu es déjà allé voir justement l'appui juridique chez toi, c'est top. Et d'autant plus si là, Philippe, c'est un cas où c'est à l'école, mais si tout d'un coup, c'est les études où il y a une partie qui est faite à l'hôpital, une partie qui est faite, voilà. Donc ça peut être vite assez complexe. Donc, en tout cas, y penser. On arrive au fameux DMP et au codebook associé aussi. Donc là-dessus, je ne vais pas m'attarder trop longuement parce qu'on a aussi tout un webinaire spécifique à la santé sur le DMP tout, euh, qui reprend les paragraphes en fait demandés par le Front National. Et puis, j'espère prochainement pouvoir mettre à disposition sur le site de l'ASO des modèles, c'est-à-dire des exemples type de DMP qui auraient été validés par le FNS en santé. Pour l'instant, j'en ai pas. Je sais que dans certaines écoles, et ça, je vous laisse vérifier au sein de vos intranets, il existe déjà ces modèles, mais ils ne sont pas diffusés largement. Donc voilà, si dans certaines écoles, vous avez un collègue, ça peut être aussi une idée de lui demander de jeter un coup d'œil au DMP. Sinon, il y a voilà, des choses qui sont mises en place. Après, nous, du côté de la COS, je crois, et puis du côté, Alexa, tu pourras nous en parler un peu, mais c'est encore en construction. Il y aura aussi quelque chose, un modèle, une sorte de checklist pour faire ton DMP
mais ce sera un guide de points d'attention et qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier dans les informations administratives, la description des données, voilà. Mais je ne sais pas s'il y aura concrètement un exemple. L'idée, c'est de mettre des exemples à l'intérieur des questions. Ouais. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il était question d'en mettre un complet à disposition, mais peut-être c'est à réfléchir effectivement s'il y a des possibilités. Voilà. Après, c'est de nouveau, c'est au cas par cas parce qu'en fonction de chaque projet, ça peut énormément varier. Mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est en cours et puis qui sera aussi disponible au même endroit que tous ces webinaires, donc dans les ressources, qui est développé actuellement, notamment par l'équipe du Valais, mais aussi en collaboration avec la COS. OK. Alors ça, c'est un peu exceptionnel, je le mets quand même, puisque le but, c'était de recenser tous les points d'attention auxquels il fallait penser quand on se lançait dans un projet en santé, notamment pour ceux qui, éventuellement, feraient un projet avec un essai clinique, un essai interventionnel, en fonction du niveau aussi de risque de votre étude, A, B ou C. Ça va rentrer aussi en compte, mais donc là, vous avez les liens sur les bonnes pratiques, les good clinical practice. Et puis, c'est obligatoire dans tous les essais cliniques de faire du monitoring. Donc, le monitoring, c'est quoi? C'est de présenter, au-delà du DMP, hein, une activité de surveillance de tout le projet de recherche qui assure la qualité de la mise en place du projet lui-même. Et ça, au tout début du projet, c'est bien de le planifier en termes de ressources, de temps. Est-ce qu'il faut engager quelqu'un justement pour ce monitoring? Qui va le faire? Comment? Qui va s'assurer de la qualité, etc. Parce que quand vous faites un essai clinique, vous pouvez être soumis à des audits. Et puis, il faut que vous puissiez présenter les choses de manière le plus systématique possible. Donc, pensez-y. Et puis ici, vous avez la page aussi de la plateforme SCTO là, qui est très très bien faite. Donc de nouveau, qui peut vous servir comme outil pour esquisser la planification de votre monitoring. Ensuite, on arrive enfin à la phase où vous avez reçu des fonds, vous êtes content, vous commencez votre projet de recherche, vous avez déjà votre DMP, en tout cas une première version du DMP en place. Vous avez établi déjà vos accords avec les collaborateurs, vous avez établi des assurances, comme ça, s'il y a un problème, les patients ou les participants à votre étude sont assurés. Donc tout ça, c'est en place et commence le projet en lui-même et donc la collecte, pardon, et la gestion des données et le traitement de ces données et le monitoring quand c'est nécessaire. Donc, pour la collecte et la gestion de données, c'est à vous de choisir l'outil de collecte et de gestion le plus approprié. Ça peut aussi être en lien avec ce qui est recommandé, soit par les instances, les bailleurs de fonds, SwissEthics ou votre école. Souvent, pour ce qui est données cliniques et patients, on recommande, comme on l'a discuté avant avec Johan, REDCap, qui permet une traçabilité et puis une protection des données cliniques et aussi des données des enquêtes que vous pouvez faire, donc des questionnaires que vous mettez en ligne. Et puis, pour des données non cliniques, souvent, ce qui est utilisé, c'est Lyme Survey. Je sais que au CHU, 20 ans, on utilisait Sphinx. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs aussi outils. Mais c'est bien de le définir et puis quand vous faites un protocole, de le mentionner et pour voir s'il répond aussi aux lois auxquelles vous vous soumettez, que ce soit la LRH ou la LRPD. Et puis ensuite, pour la gestion de données, pareil, de nouveau, de bien réfléchir aux outils qui vont vous permettre de gérer vos données. Alors, pour les données qualitatives, on parle souvent de MaxQDA, mais il y en a d'autres. Et ça, de nouveau, je pense que ça dépend un peu des institutions, des licences que vous avez dans chaque institution. Mais vérifiez où sont stockées les données, est-ce qu'elles sont stockées en Suisse, etc. Voilà, c'est les questions un peu d'attention sur lesquelles qu'on doit se poser en choisissant justement l'outil de collecte et de gestion. Et puis ensuite, le traitement des données, si vous avez décidé de coder ou d'anonymiser vos données en santé, déjà, est-ce que c'est complètement possible? Comment vous allez le faire? Là, de nouveau, vous avez un webinaire qui vous présente ça, un webinaire de Céline Racine qui présente les stratégies.
c'est pas juste de mettre un chiffre et puis après d'enlever le nom. Il y a c'est assez, pour coder ou anonymiser complètement les données, il y a des stratégies assez complexes à mettre en place, enfin, je trouve. Donc voilà, c'est aussi intéressant d'anticiper ça et puis une fois que vous avez vos données, de les protéger de manière correcte. Et puis, pour ce qui est du monitoring, si vous avez lancé un essai clinique, de faire un monitoring précis qui correspond à ce que vous avez défini en première instance. On arrive du coup finalement à la fin du projet. Donc, vous arrivez à la fin du projet, il y a plein de choses à rendre. Vous avez déjà en tête probablement de publier vos résultats en espérant que ce soit des super résultats. Et puis, du coup, il y a plusieurs étapes. Donc, il faut annoncer et faire les rapports de fin de projet, diffuser les résultats. Et puis, ensuite, il y a l'archivage des documents. Et puis, à court, moyen et long terme. Et puis, dépôt, si vous avez décidé, vous avez eu les 10 000 francs du FNS et puis que vous allez déposer vos données dans un data repository. Et le choix des licences. Quelle licence choisir pour les données que vous allez déposer. Donc, à la fin d'un projet, vous avez souvent des rapports de fin à soumettre. Alors, si vous avez un projet que vous avez soumis à Swisseti, on vous demande justement de soumettre un rapport de fin. Pareil pour le Fonds national, pareil même pour les fonds HES-SO, c'est-à-dire qu'on vous demande souvent un rapport scientifique et un rapport financier, ce qui est normal pour clôturer le projet. Et puis, ça, c'est une partie plus, on va dire, administrative. Puis ensuite, il y a la diffusion des résultats. Donc, que ce soit via des articles, via des posters, via des thèses, si c'est un doctorant qui a, par exemple, travaillé sur le projet. Et puis, on espère des publications en open access. Et là, pareil, ça peut dépendre aussi de chaque institution, quels abonnements, quels accords il y a pour publier dans tel ou tel journal. Et aussi, de nouveau, pour respecter au maximum la transparence et les principes FAIR, vous pouvez aussi vous aider lors des publications du site Equator, je pense que la plupart connaissent, qui vous permet de augmenter la qualité et la transparence de vos publications en santé. Pareil, quand vous cliquez dessus ici, ça vous mène et puis vous pouvez choisir le type de recherche que vous avez effectué, etc. Puis vous aurez des guides différents en fonction des paramètres que vous allez rentrer. Pour l'archivage. L'archivage, en fait, c'est très important. Ça a déjà été annoncé et dans le protocole et dans le DMP. Et puis, les modalités d'archivage de vos données, ça comprend la durée et le format de l'archivage. Et puis, ça peut dépendre, en tout cas pour les projets soumis à l'RH, il y a des temporalités, des durées minimales qui sont exigées. Et puis, ça peut être 10, 15, 20 ou 30 ans en fonction justement de si vous avez testé un dispositif médical, etc. Donc ça, de nouveau, vous avez tous les liens là-dessous. Vous pouvez aller voir et puis ça vous guide assez bien. Et puis, si vous n'êtes pas soumis à la LRH ou vous n'avez pas forcément fait un essai clinique, mais vous annoncez dans votre protocole cette fameuse phrase que les données seront stockées puis détruites après 10 ans, bah, il faut pouvoir mettre en place dans votre institution une stratégie pour que ce soit effectivement le cas et pour que même si vous partez dans les 10 ans, vous effaciez les données comme vous l'avez promis finalement et aux commissions d'éthique et aux participants. Donc ça, de nouveau, ça c'est quelque chose à voir au cas par cas dans vos institutions, mais en tout cas d'évoquer cette question. Les dépôts et l'archivage sur les serveurs institutionnels qui sont protégés normalement, donc c'est une bonne pratique de le faire. Mais la stratégie pour la destruction des données après le temps désigné, ça c'est, je pense, une conversation à lancer et à entamer parce que c'est vrai que c'est peut-être des choses qui ne sont pas encore assez anticipées dans les différentes institutions. J'arrive gentiment à la fin de ma partie. Je vais pris un peu plus de temps, mais voilà. On arrive au dépôt et aux licences. Donc, si vous avez décidé, c'est très bien, de partager vos données dans un data repository, eh bien, arrive déjà la partie où on doit choisir quel data repository. Alors, deux questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que votre bailleur de fonds, il vous recommande certains dépôts?
Est-ce que par rapport à votre champ d'activité, il y a des dépôts qui sont très spécifiques et dans lesquels vos données seront plus à même d'être réutilisées? Et puis, tout ça, ben voilà, est-ce que votre institution vous recommande un certain type de dépôt? Tout ça, c'est des stratégies à regarder, des questions à se poser à la fin ou ben, avant même pour anticiper, mais au moment du dépôt. Et puis, ben, le FNS, il a une liste officielle, hein. Vous cliquez dessus, puis vous arrivez sur une liste officielle avec des dépôts généralistes, des dépôts spécifiques, etc., qui ont été validés par le FNS. Et si vous savez toujours pas, vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi explorer je sais pas comment on dit ça, mais RE3 data. Et puis là, en mettant des mots-clés, le type de données, la discipline, etc., on va vous proposer aussi des data repositories qui correspondent à ce que vous avez mis. Voilà, ça peut vous aider aussi si vous êtes dans le flou total. Et puis, une fois que vous avez choisi ça, il y a aussi le moment de choisir la licence. Est-ce que vous allez partager vos données en CC BY? Est-ce qu'il y a un embargo sur le partage des données? Voilà. Là, c'est le moment aussi de se poser ces questions. Enfin, un peu avant, mais c'est en tout cas le moment de. Vous devez déclarer comment vous allez le faire. Et puis là, pareil, à vous de vérifier aussi si votre financeur, si peut-être là où vous allez publier vos données, les journaux dans lesquels vous allez publier, ils ont aussi des recommandations ou des exigences. Et puis évidemment, le lien aussi avec le data repository dans lequel vous allez déposer vos données, parce qu'il y a des data repositories qui exigent telle ou telle licence. Donc de nouveau, des questions à se poser. Et là, de nouveau, vous avez le droit à un petit webinaire avec une introduction sur les licences. Et voilà. Donc, moi, j'arrive à la fin de ma première grande partie. Peut-être j'invite Alexia à enchaîner, puis après, on ouvre la conversation à nous tous. S'il y a des points sur lesquels on veut revenir ou s'il y avait des choses que j'ai pas mentionnées, que vous pensez qu'il est très important aussi de se poser comme question par rapport à la gestion des données durant le cours du projet. Très bien, merci Laura. Donc, je vais juste partager mon écran. Voilà, donc je pense que normalement, vous devez tous pouvoir voir mon écran. Sinon, Laura, tu me fais signe, tu m'interromps. Donc, Laura nous a invités au niveau de la Haute École de Santé Valais à présenter deux ressources sur lesquelles on a travaillé. Et la première, c'est cette checklist des démarches à réaliser. C'est un document qui a été créé, pas par moi, je dois dire, parce que moi, je viens de rejoindre l'équipe de la Haute École de Santé, mais par mes collègues Pauline Mély, Marie-Catherine Beaulieu, Sonia Vunier, Tatiana Debon-Slation et Claude-Alexandre Fournier. Ce qui est intéressant, c'est que mes collègues Pauline Mély et Marie-Catherine Beaulieu, qui ont eu jusqu'à maintenant ce rôle de data manager, je travaille maintenant avec Pauline, elles ont fait intervenir le service administratif et le responsable d'institut pour créer ensemble une checklist des différents points d'attention et des différentes choses qui doivent être faites tout au long du processus de recherche. Ce document, il est créé, inspiré, on va dire, d'un document interne qui avait été créé par Laurent Amiotte-Suchet à ESAV. Et puis, elles ont réussi à l'étoffer, on va dire, et puis avec cette intervention du service administratif, à avoir vraiment toutes les étapes, pas seulement les étapes de gestion des données, mais de manière plus générale, comment gérer son projet de recherche, vraiment depuis la planification jusqu'à la clôture. Si on rentre dans cette checklist, donc j'ai mis ici le lien vers le document PDF. Vous pouvez voir que on a en orange ici les différentes étapes du projet de recherche, donc de la planification au dépôt du projet, ensuite en fonction de l'acceptation ou du refus du projet, et puis le démarrage, le déroulement, etc. Dans chacune de ces étapes, on retrouve les différentes choses à réaliser ou les différents points d'attention avec pour chacune des tâches des documents, des ressources vers lesquelles on redirige nos chercheurs et nos chercheuses et le point de contact, le responsable d'institut, le service administratif,
le service des ressources humaines, les data managers, le service juridique, etc. Si on fait un focus sur les ressources, certains documents auxquels on fait référence sont des documents internes à l'institution qui sont hébergés sur notre intranet. Donc, depuis l'extérieur, vous n'aurez pas accès à ces documents. Et d'autres ressources renvoient vers le site de la HESSO. Par exemple, ici, avec les différents accords pour la publication, ou alors vers notre guide soutien à la publication et Research Data Management. Donc, on a essayé vraiment de centraliser les informations pour que chaque étape puisse être suivie le plus facilement possible par les équipes de recherche. Je ne vais pas vous lire tout le document, je pense que ce ne serait pas très intéressant, mais je vous invite à le faire de votre côté. Et puis, si vous avez des retours ou des suggestions d'amélioration, on est très preneur de ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous le souhaitez. C'est un document qu'on a déposé sous licence CC BY. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait repartir de ce document, le réutiliser, l'améliorer, l'adapter à votre contexte. On a vu certains des liens renvoyés vers l'intranet. Donc, ça, ce serait à adapter pour qu'ils soient au plus proche de vos besoins. Mais c'est avec grand plaisir si vous voulez repartir du document que nous avons créé. À savoir si vous êtes intéressé à adapter le document, qu'on a déposé aussi une version Word, donc une version modifiable sur l'espace DIMS de la communauté Open Science. Et si vous n'êtes pas dans cet espace et que vous ne pouvez pas le rejoindre pour une raison ou une autre, n'hésitez pas à nous contacter et puis je pense qu'on vous partagera avec plaisir le document Word pour que vous puissiez le réutiliser. Et puis, juste en quelques mots, une deuxième ressource que Laura m'a invité à vous présenter, c'est un jeu d'évasion collaboratif, pédagogique, bien sûr, sur la gestion des données de recherche. Je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes en ont peut-être déjà entendu parler ou ont peut-être même eu l'occasion de le tester. Il s'agit d'un jeu qu'on a créé avec ma collègue Pauline et une autre collègue, Myriam Jouard, lors de notre master en sciences de l'information à la HEG Genève. Et le but, c'est de présenter, donc c'est un niveau introductif, les étapes du cycle de vie des données et puis de vraiment donner un peu cette overview de comment gérer ces données depuis le moment de la planification du projet jusqu'à la réutilisation des données par d'autres équipes de recherche éventuellement. C'est un jeu qui dure environ 1 heure. Il est basé sur les escape games en boîte Unlock, si c'est quelque chose qui vous parle. Et puis, il nécessite aucune compétence préalable. On n'a pas orienté ce jeu vers la santé parce qu'il y avait trop de contraintes au niveau santé, notamment avec la protection des données, etc. Donc actuellement, il est plus généraliste, mais si tout à coup quelqu'un est intéressé à faire une version 2 spécifique à la santé, nous on serait très intéressés aussi à travailler sur une deuxième version de ce jeu. Il existe en français, en anglais et en allemand. Et il est téléchargeable avec une licence CC BY. Donc aussi, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser, améliorer et adapter le contenu. Je vous mets ici les liens. Vous trouvez le lien vers l'enregistrement du jeu sur Zenodo et le lien vers la notice dans le catalogue Swisscovery. On a des exemplaires imprimés qui peuvent être empruntés en français et en anglais et on vous les transmettra avec plaisir si vous avez un intérêt à tester le jeu ou à l'intégrer dans une formation éventuellement. Et puis ici, notre adresse de contact que vous pouvez utiliser autant pour nous contacter par rapport à la checklist que par rapport à ce jeu.